Bonjour chers amis, nous commençons aujourd'hui une grande aventure qui va nous mener je ne sais où, mais à la découverte progressive de l'histoire de notre église diocésaine de Nancy et de Toul. Nous avons connu l'année dernière, à la demande de notre évêque, une année diocésaine, et au cours de cette année diocésaine, plusieurs conférences ont permis de rappeler, de raviver dans notre mémoire notre histoire, qui commence pour les chrétiens au IVe siècle ici. Mais bon, il fallait faire les choses rapidement, et puis on ne pouvait pas faire durer les soirées, et donc cette émission a pour but de reprendre le même sujet et progressivement d'aller plus profondément par période de l'histoire de notre diocèse. Ce ne sera que quelques pages d'histoire parce qu'on ne peut pas tout raconter et de fait, il y a une certaine sélection dans les événements que je raconte parce que je ne peux pas raconter la vie de tout le monde, la vie de tous les évêques, la vie de tous des disciples du Christ dans notre région. Nous allons donc parcourir jusqu'en 1914 l'histoire des chrétiens dans notre région. Le plaisir est de se familiariser avec ces ancêtres, ces gens qui ont cru comme nous, qui sont des gens comme nous, qui ont vécu des hauts et des bas, qui ont vécu des grandes périodes de foi, d'expression artistique, et puis d'autres périodes bien plus difficiles, dramatiques même, avec des guerres, etc. Dieu sait si notre région a connu des guerres et en a été ravagée. Et c'est tout cela que nous allons découvrir pas à pas. Alors nous commençons aujourd'hui par l'évangélisation de notre région. Et d'abord, regardons un petit peu notre région à l'époque où on peut penser que les premiers chrétiens, les premières annonces de l'évangile ont pu arriver. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle à l'époque la Gaule belgique, c'est-à-dire la partie nord de notre pays aujourd'hui, nord et est, et qui couvre aussi ce qui est aujourd'hui la Belgique et toute cette région. La région est une région gauloise, c'est-à-dire avec des tribus gauloises. Il y en a particulièrement 3 sur la région tout proche de nous. Il y a les Leucs qui sont autour de Toul, on verra comment ça s'est constitué petit à petit. Il y a les Médiomatriques qui sont autour de Metz. De cette tribu de Gaulois va se séparer les Verdunenses, c'est-à-dire autour de Verdun. Et puis, un peu plus au nord-est, il y a les Trévires qui donnent la ville, autour de la ville de Trèves, qui va devenir une ville très très importante puisqu'elle va être capitale de l'Empire du Nord. Et donc, ces 4 tribus vont mener leur vie chrétienne ensemble, et ça jusqu'à la Révolution française, puisque l'archevêché, c'est-à-dire le lieu où réside celui qui a la charge de l'animation pastorale des différents diocèses, résidait jusqu'à la Révolution française, pour nous, à Trèves. Donc voilà, nous voilà embarqués, ces 4 tribus sont embarquées dans une histoire commune au niveau de la vie chrétienne. D'abord, le premier aspect de leur vie commune, ça a été d'être conquis par César et par les armées romaines. La conquête a commencé en 58 avant Jésus-Christ et s'est terminée en 52. La région a accueilli, les Leucs en particulier, plus encore que les autres, ont accueilli pacifiquement cette venue romaine. D'ailleurs, dans la guerre des Gaules, César parle des Leucs avec beaucoup d'amitié, pour une raison toute simple, c'est que durant cette conquête, à un moment donné, on manquait de blé pour nourrir les armées, et voilà ce qu'écrit César. Ceux qui déguisaient leur lâcheté en arguant de leur inquiétude du ravitaillement et des difficultés de la route étaient des insolents, car ils paraissaient ou ne plus compter sur le sentiment du devoir de leur chef, ou le lui dicter. Or, César s'occupait de ces questions. Du blé, les Séquanes, les Leucs, les Lingons en fournissaient, et les moissons étaient déjà mûres dans les champs.
Donc ce petit texte qui associe les Lingons, c'est-à-dire le pays de Langres, c'est la tribu en dessous, la Haute-Marne aujourd'hui, euh, ce petit texte évoque la gentillesse des Leux qui vont fournir, la tradition semble même garder la mémoire qu'ils ont offert ce blé à César et à ses troupes. Ce qui explique que les Leux vont connaître un statut spécial à l'intérieur de l'Empire romain. Ils vont être une cité alliée de Rome, c'est-à-dire une cité jouissant en principe d'une autonomie totale, contrairement à leurs voisins médiomatriques, qui eux ont acquis ce titre seulement à l'époque d'Auguste. Ils étaient donc libres, c'est-à-dire non soumis au gouverneur romain et ne payant pas d'impôts. Ce statut fut supprimé un peu plus tard par l'empereur Tibère. Voilà, donc un accueil pacifique, donc pas de guerre, mais petit à petit, la constitution d'une civilisation qu'on va appeler gallo-romaine, c'est-à-dire que les Gaulois, gardant leurs habitudes, vont en même temps prendre petit à petit les habitudes vestimentaires, alimentaires et spirituelles, religieuses des Romains. Donc les Leucs forment une cité, c'est-à-dire un territoire. Une cité, dans la pensée de l'époque, c'est un ensemble, une population autour d'une ville, d'une mini-capitale, si vous voulez. Alors, la cité des Leucs, en gros, on pourrait la représenter assez facilement aujourd'hui en prenant les départements. Elle comprenait le sud de la Meurthe-et-Moselle, tout le département des Vosges, le sud du département de la Meuse et la moitié nord du département de la Haute-Marne. Voilà, en gros, la cité. Donc, vous voyez, ça va devenir d'ailleurs le diocèse de Toul. La cité qui est un grand ensemble, mais n'exagérons pas plus les relations entre ces différents habitants. La capitale de cette cité, à l'époque, au 1er siècle où nous sommes, c'est Toul, dont le nom celtique, d'ailleurs, c'est intéressant parce que on voit dans les toponymes de la région de Touloise, on voit les différentes couches. Il y a beaucoup de toponymes, donc c'est la dénomination des lieux, qui ont gardé des mots celtiques. Par exemple, comme Toul, comme Lagné, comme Blénaud, qui sont des terminologies celtiques. Là-dessus vont se retrouver des terminologies romaines, latines. Donc, la ville un peu centrale, c'est Toul, à l'époque, au 1er siècle. D'abord située sur le mont Saint-Michel, la colline qui est juste derrière. Elle s'est étendue ensuite dans la petite plaine qui est entre cette colline et la Moselle, entre les deux bras de l'Ingressin, qu'on ne voit plus aujourd'hui puisqu'il passe sous la ville actuelle de Toul, et qui se jette dans la Moselle. Elle va se développer après la conquête romaine. Elle va, même si elle reste une toute petite ville, la rue Michatel aujourd'hui, donc la rue du Moitié du Castrum, qui traverse la ville, dit l'organisation romaine de cette ville progressivement, mais on dit aussi la petitesse, puisque en gros, la ville est constituée de la place du marché aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Toul, et puis du quartier Michatel. La ville s'équipe à la romaine, avec des places publiques, des marchés, le théâtre, des temples, des bains. Une autre ville très importante de la région, c'est Néoforge, qui est un petit village de la Meuse, près de Boviol. C'est Nasium, à l'époque, évidemment, en latin, qui a sans doute été la première capitale de la région, choisie par les Romains, mais à la fin du 1er siècle, elle est supplantée par Toul. Entre la petite ville de Toul, entre les deux bras de l'Ingressin, la Moselle et le Mont-Saint-Michel, mais entre cette petite ville de Toul et le Mont-Saint-Michel, il y a un certain nombre de villas gallo-romaines qui sont construites dans la plaine qui va maintenant aller vers Lucé, Brulé, Lucé, Lagné, voilà.
il y a là Panier derrière Barine. Dans cette partie de la plaine, là, il y a un certain nombre de villas gallo-romaines très intéressantes, assez importantes. C'est donc un domaine agricole avec un seigneur qui habite une maison confortable, hein, on a des exemples, une maison confortable avec sa famille et qui a des domestiques et des esclaves qui cultivent les champs. La ville de Toul a aussi, à cette époque, un atelier de poterie dans le quartier Saint-Èvre. Et puis, on a découvert une nécropole au faubourg Saint-Mansuy. Voilà ce qu'on peut savoir. Mais la ville est ouverte, elle n'a pas de muraille. Il faudra attendre le IIIe siècle et les grandes incertitudes politiques du IIIe et IVe siècle pour que la muraille soit construite. Donc, Toul reste un petit centre administratif qui intéressait les gens du voisinage et les habitués des conseils publics. Mais la richesse de cette petite ville de Toul, ce qui a fait sa fortune, ce qui a fait son importance, ce sont ses routes. C'est une ville qui est profondément reliée au monde extérieur. D'abord, il y a la grande route qui vient de Lyon, qui passe à Toul, par Langres, par Nijon, par Soulos, et puis qui va à Metz et qui ensuite se dédouble pour d'un côté aller vers Trèves, d'un côté de la Moselle aller vers Trèves, et de l'autre côté aller à Cologne ou Mayence. Donc nous avons là un axe qui relie la capitale des Gaules, Lyon, grand centre économique, et nous allons voir grand centre religieux très tôt, qui traverse Toul et qui s'ouvre sur les deux grands axes de l'Empire, dans le nord de l'Empire, Trèves d'un côté et puis Mayence de l'autre. Chrétien d'hier et d'aujourd'hui, Père Jacques Bombardier. Nous sommes donc sur RCF, dans une émission qui se consacre à l'histoire des chrétiens dans la région, dans le diocèse de Nancy et de Toul. Et j'étais en train d'expliquer que la ville de Toul, sa chance, c'est d'avoir été reliée par beaucoup de routes et par la Moselle. Donc j'expliquais, je parlais de la route qui venait de Lyon. Il y en a une autre qui arrive par Scarponne et qui vient de Metz et de Reims et qui ensuite regagne et se joint aux grands axes qui montent vers Trèves et Cologne. Il y en a une qui vient de Reims et qui, par la vallée de l'Ornain, arrive à Toul. Et une autre qui s'enfile vers le Donon et Strasbourg. Et enfin une autre qui part de Toul et qui va vers Sion, que l'on connaît encore aujourd'hui quand on quitte Toul par la route de Colombey, cette route toute droite qui traverse la plaine et est construite sur la voie romaine qui est en dessous. Les Romains traçaient En général, les ingénieurs aujourd'hui disent que les tracés des villes romaines, c'est les meilleurs. Des voies romaines, c'est la meilleure place dans le terrain, dans le choix, et elles sont toutes droites. Et puis, il y a les rivières. La Moselle sert surtout au transport des personnes, mais aussi des pierres de carrière, du bois des massifs vosgiens qui arrivent par la Meurthe. Et puis, mais l'autre rivière est un petit peu plus loin, c'est la Seille, pour le transport du sel, et puis principalement du sel, vers Metz. Donc la ville est, par les routes et par les rivières, un centre de communication. Et ça a certainement beaucoup fait pour la victoire de Toul comme capitale, en particulier sur Sion, qui était une ville bien plus riche, bien plus en rapport commercial avec l'Italie du Nord. Tout ce qui a été découvert comme verrerie, comme poterie, sont de grande qualité et montrent vraiment des voies commerciales et des rapports commerciaux continus avec l'Italie du Nord. Et donc, Sion était vraiment la grande concurrence, mais Sion s'est trouvée trop à l'écart des grands axes routiers. C'est certainement ça qui l'a fait quitter. Voilà, ça c'est pour décrire un peu cette période donc, qui arrive au 1er siècle et qui est au 1er siècle, qui est une période relativement paisible, une période d'économie assez prospère,
Et toute cette région vit calmement et dans une assimilation progressive dans la civilisation romaine, avec une certaine fierté d'ailleurs d'appartenir à cette civilisation. Au point de vue religieux, nos ancêtres avaient des centres religieux. Là, j'ai cité les centres urbains, hein, Toul, Sion, Nasium. Il y avait des centres religieux, comme des lieux de pèlerinage, qui étaient distribués d'une manière assez originale. Les grands centres forment comme une espèce de triangle qui enveloppe l'ensemble, quadrille l'ensemble du territoire. Vous aviez Grand, vous aviez Deneuvre, qui était vers les Vosges, et puis Sion. 3 grands centres de pèlerinage, mais à côté de ça, il y avait beaucoup d'autres petits temples partout dans toutes les villes. Le temple de Mazeroy, par exemple, qui a un grand complexe qui semble être assez important, de Châtenois, de Soulos. Il y a des plus petits temples dans les cités, mais il y a ces 3 grands centres religieux. Et on y trouve alors les dieux romains, hein, Apollon, Jupiter, Mars, Mercure, Hercule, et puis les déesses mères gauloises, hein, Epona, Rosmerta, Sirona, et dans un joyeux mélange qui est absolument coutumier à l'époque. Les vaincus prennent la religion des vainqueurs. Alors, Grand donc, qui se trouve aujourd'hui un peu plus loin que Domrémy, dans le département des Vosges, qui est à l'écart de toute autre importance, ce qui est étonnant, sauf peut-être, il y a peut-être une voie en direction de Charleville-en-Champagne qui a été assez récemment découverte et qui explique peut-être quelque chose. La cité s'est développée surtout à partir du 1er siècle, donc là où nous sommes, autour d'un sanctuaire dédié à Apollon Granus. Apollon Granus, c'est intéressant parce que le dieu Granus, c'est un dieu gaulois qu'on a accolé à Apollon. C'est un dieu solaire, comme le dieu gaulois Bélénos, qui a donné le Bléno de Bléno-les-Toules. Ou le Bléno de Bléno-les-Pont-à-Mousson, c'est la même chose. C'est-à-dire, nous avons là deux dieux gaulois, Granus et Bélénos, et qui ont été accolés à Apollon. Donc c'est un Apollon Granus avec un équipement urbain typiquement romain, c'est-à-dire de vastes quartiers, des portes, des habitations, une basilique, un vaste amphithéâtre pour 17 000 personnes, que l'on voit encore aujourd'hui, des thermes, etc. La ville était entourée de villas gallo-romaines, donc il y avait une campagne prospère autour. La cité de Liffol-le-Grand faisait partie de l'agglomération de Grand, comme le suggèrent les fouilles récentes de la villa de la Goulotte à Liffol. Et la ville était alimentée en eau par des aqueducs de surface. Donc un grand ensemble, impressionnant, bien plus grand que Toul, impressionnant dans son équipement et dans sa modernité. Vraisemblablement, c'est dans ce sanctuaire que se rendit Constantin, qui gouvernait la Gaule, l'Espagne et la Bretagne depuis 310, lorsqu'il prit la succession de son père, Constance Chlore. Il avait conforté sa légitimité en se mettant sous la protection d'Apollon, dont il disait avoir eu la vision dans le temple de Grand, et qu'il invoquait sous le nom du Soleil, ce qui se traduit dans ses monnaies, dans sa légende, au Soleil invaincu, compagnon de l'empereur. Ces panégyristes disaient que cette vision s'était accompagnée de la promesse d'un pouvoir universel. Donc la visite à Grand est assez étonnante et surtout, elle est porteuse de sens pour Constantin. Entrons un moment dans le sanctuaire. Par un cheminement rituel, les pèlerins s'approchaient des limites de la ville en faisant acte d'allégeance aux dieux locaux, car les dieux sont toujours liés à la cité, et aux lieux, aux fontaines, aux forêts, etc. Et donc on offre des gâteaux, des fruits. Les pèlerins entrent dans l'enceinte de la cité, puis dans le portique pour aller à la fontaine sacrée pour profiter de ses vertus thérapeutiques. Ensuite, ils se purifiaient le corps dans l'un des établissements de bain. Il y en avait 2 à l'extérieur, et 2 des remparts et 2 à l'intérieur.
Un ex-voto trouvé sur le site porte la formule somno iussus, donc ayant reçu des consignes pendant son sommeil. Cela semble indiquer qu'on y pratiquait ce qu'on appelle l'incubation, sous le portique, couché sur le sol ou sur la peau d'un animal qu'il a offert en sacrifice. Le consultant s'endormait et ses rêves étaient censés lui apporter la révélation prophétique qu'il avait sollicitée ou lui donner les indications sur la manière de recouvrer la santé. Apollon pouvait lui-même apparaître en songe et indiquer le traitement à suivre. Ce rite d'incubation était pratiqué à Épidore, par exemple en Grèce, et à Rome, dans le sanctuaire de guérison asclépien de l'île Tibérine, au milieu du Tibre, à Rome. Donc c'est en 309 ou 310 que Grand a accueilli celui qui allait devenir l'empereur Constantin, et donc, comme je le rappelais à cet instant, c'est dans ce temple qu'il aurait vu Apollon accompagné de la victoire, lui offrant des couronnes de laurier et lui promettant un avenir prestigieux. Passons dans l'autre centre spirituel, Deneuvre. Deneuvre, donc au sud-est du domaine des Leuques. Le temple était dédié à Hercule et le culte se rendait dans une zone de source. La divinité romaine d'Hercule avait en quelque sorte assumé la vision gauloise qui pensait que les dieux communiquaient aux hommes par l'eau des sources. On voit représenter les travaux d'Hercule dans le temple, les 12 travaux d'Hercule, qui, à l'époque, étaient compris et lus comme un itinéraire, peut-être pas spirituel, mais d'humanisation, un itinéraire d'éducation, et qui était lu d'une manière donc symbolique. On sait que c'est aussi un lieu de guérison, sans savoir de quoi. Il y a de très très nombreuses stèles qui ont été trouvées sur place, représentant Hercule dormant ou combattant, qui témoignent de l'extraordinaire ferveur du lieu. Le temple a été créé dans les années 150 de notre ère. Il y eut un maximum de fréquentation au IIe siècle, au IIe et au IIIe siècle. Et puis vers 375, le temple a été systématiquement et minutieusement détruit, sans doute par la communauté chrétienne locale, et tout était resté sur place. Les fouilles qui ont fait ont permis de reconstituer une partie de ce temple, alors non pas dans son lieu d'origine, qui était en bas dans la plaine, mais sur l'oppidum de Deneuvre, et de montrer, avec les stèles, etc., l'extraordinaire succès de ce lieu de culte, et aussi cet événement curieux d'une communauté chrétienne qui se sent suffisamment forte en 375 pour attaquer un temple et le détruire systématiquement à la barbe des habitants. Enfin, dernier grand centre spirituel, la colline de Sion, où les Celtes vénéraient le dieu de guerre Wotan et la déesse de la fertilité Rosmerta. Avec la conquête romaine, l'enceinte de Sion, qui était une des places fortes des Leuques, est la concurrente de Toul, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui connaissait un commerce très très actif avec l'Italie, dans le fond, fait un changement et se consacre au dieu Mercure, qui est le dieu du commerce, et à la déesse Rosmerta, qui est la déesse de la fécondité. On a trouvé beaucoup de lieux d'habitation sur le site, des caves, des fragments de mosaïques. Ça reflète une grande richesse, des fibules, des épingles, des plats, des statuettes de bronze, dont un magnifique hermaphrodite qui est au musée d'Épinal aujourd'hui, qu'on peut admirer encore. Au lieu dit les Grands Champs sur la colline, une nécropole a livré des tombes avec différentes sortes d'inhumations. Et puis on a trouvé une inscription au dieu romain du commerce, Mercure, et à la déesse gauloise Rosmerta, qui semble indiquer donc l'existence sur le Sion que nous connaissons tous aujourd'hui d'un lieu de culte à Mercure et à Rosmerta.